Salam alaikum, Zoul. Bonsoir. Beaucoup parmi nous pensent que l'expression être dans l'œil du cyclone signifie être dans le cœur le plus tourmenté de la perturbation atmosphérique. En fait, c'est juste le contraire. L'œil du cyclone, qui se trouve au milieu du tourbillon et autour duquel les éléments se déchaînent, des nuages et des trombes d'eau et des vents furieux, s'agite et tournoie donc autour du centre du phénomène, c'est-à-dire son œil, qui est l'endroit le plus calme du cyclone, le seul endroit où règne une accalmie relative. Le vrai sens de l'expression est donc le contraire de celui qui est généralement véhiculé. Être dans l'œil du cyclone signifie être dans un havre de paix, mais au milieu d'éléments en furie. Et c'est exactement le cas du Hirak, une révolution en stand-by qui avait été interrompue par des circonstances perverses, comme autant de tempêtes, et qui ont nécessité son interruption. Mais tout autour de lui, tout autour de ce Hirak, qui est devenu la seule et unique et ultime possibilité de sauver le pays, autour de lui et de ses objectifs, de très sombres nuages, des vents furieux, des menaces terrifiantes. Le Hirak s'était ébranlé parce que le régime qui s'était imposé à la tête du pays par la force et la subversion et la corruption, un pays qu'il menait droit à l'abîme, ce régime ne connaissait plus de frein à ses turpitudes. Le Hirak a d'abord été un sursaut de dignité, puis, au fil des mois, porteur de revendications purement politiques pour l'avènement d'un État de droit, pour la séparation des pouvoirs, pour faire dégager l'oligarchie militaire du champ de la décision politique. La pandémie du Covid a donc sifflé l'interruption du mouvement. Le Hirak est naturellement destiné à reprendre ses manifestations et son droit à l'expression politique, mais tous ces phénomènes ravageurs qui secouent le pays risquent de le conduire à une situation qui pourrait changer les choses en profondeur. La misère et les difficultés économiques en tout genre risquent d'influer très négativement sur l'essence même du mouvement de contestation, son pacifisme, sa détermination de rester tournée exclusivement vers des revendications politiques, purement politiques, des revendications de très haute portée politique. Un Hirak de la colère pourrait nous précipiter vers l'inconnu et une situation particulièrement incontrôlable, où la manipulation et la subversion en tout genre auraient table dressée. La question que se posent tous les hirakistes encore en mouvement, tous les activistes, est comment redynamiser la révolution et surtout comment lui garder son caractère hautement pacifique, hautement politique, éminemment civique. Rappelons-le, le mouvement populaire le plus pacifique de l'histoire contemporaine. Le Hirak a été le mouvement le plus pacifique de l'histoire contemporaine. Au moment où le régime allait tomber, il a dû s'interrompre. Et le régime, plutôt que de mettre à profit cette aubaine
pour essayer de s'en sortir au mieux des intérêts du pays, le régime en a très largement profité pour subvertir le mouvement, pour le diviser, pour le faire éclater. C'était prévisible. Il ne pouvait pas faire autrement parce que, comme tout système prédateur, il ne pouvait pas appréhender la situation sous l'angle de l'apaisement et du consensus. Il aurait pu mettre à profit cette accalmie de la pandémie qui avait vidé la rue algérienne pour mettre en place une phase transitionnelle, à l'issue de laquelle le système changerait progressivement de main pour passer du régime aux vrais représentants du peuple, pour passer de régime militaire à état de droit, avec tout ce que cela suppose de négociations et de tractations pour permettre aux barons du régime d'obtenir des garanties pour la suite des événements. Au lieu de cela, et face à une situation économique catastrophique, qui laisse présager le basculement de quasiment toute la société dans des difficultés à peine imaginables, le régime continue à s'abîmer dans l'improvisation, dans la désinvolture, dans la fuite en avant, dans les replâtrages bidouillés ou l'agression verbale, la distillation des haines et l'outrance vers degrés. Au moment où il aurait fallu de la sagesse, de la pondération et du réalisme face à une catastrophe économique qui est déjà en train de déferler sur le pays, les apprentis sorciers continuent de foncer droit sur le mur de l'inéluctable réalité. Et ils continuent à poser du sparadrap sur des fractures, à chanter leurs propres louanges sur les médias du peuple au point où les programmes de l'ENTV sont majoritairement consacrés à l'actualité militaire. C'est dire. Algérie, le Hirak dans l'œil du cyclone. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici, sur le plateau, Farida Hamidi, psychologue clinicienne. Farida, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Samir Yahyaoui, analyste politique. Samir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal. Depuis Mostrenem en Algérie, nous avons avec nous Aziz Mouatz, universitaire, journaliste, auteur. Aziz Mouatz, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, Farida, voilà un Hirak qui est en stand-by depuis pas mal de temps. Donc, il avait été interrompu principalement à cause de la Covid. Et depuis, ce régime, au lieu d'essayer de mettre à profit cette aubaine qui a empêché qu'il tombe, au moment où la pandémie est survenue, le régime était sur le point de tomber. Au lieu de mettre à profit donc cette aubaine pour lui, pour essayer de mettre en place une période de transition qui lui aurait permis de toutes les façons de rester encore des années. Lui, non, il est entré directement dans la subversion, dans la discorde, dans le twin, comme on dit, dans l'injection de groupes de subversion, notamment sur la scène politique hirakiste parisienne, dont tout un chacun sait que c'est sa citadelle. La France est la citadelle de ce régime. C'est là où ils blanchissent leur argent, c'est là où ils reçoivent leurs instructions, etc. Et donc il a tout fait pour briser surtout le Hirak parisien. Mais comme ça a marché pour lui, d'une certaine manière, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin, si je peux dire, puisqu'il essaye maintenant de susciter la discorde, la subversion, la mésentente, la discorde dans tout le Hirak, parce qu'il sait que le Hirak va reprendre. Or, le gros problème qui se dessine et qui se profile déjà à l'horizon est qu'avec cette misère qui est en train d'arriver à grands pas, qui est en train de déferler littéralement, où des millions d'Algériens sont en train de basculer dans la pauvreté, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que le Hirak sorte
de son lit naturel qui est le pacifisme pour basculer éventuellement, à Dieu ne plaise, dans... D'ailleurs, le sociologue Rabah Sba, dans une interview à Liberté, elle a clairement fait comprendre qu'il y a un risque de radicalisation désormais. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Il me semble que ça a toujours été le fonctionnement de ce régime, en fait, de ne pas écouter et de ne pas considérer le peuple, le Rachi. C'est pas quelque chose... En fait, ça s'est accentué avec le Hirak, bien sûr, parce que c'est un mouvement de révolution et que les gens ont commencé à demander des choses qu'ils ne demandaient pas auparavant et d'une manière complètement innovante. D'ailleurs, le Hirak, c'est une révolution qui a surpris pas mal dans le monde entier par son pacifisme et par son civisme, par son sens vraiment du respect. Donc, ne sachant pas quoi faire face à cela, et effectivement, ils allaient inexorablement tomber, c'est plutôt la répression qui s'est accentuée. Mais le fonctionnement de ce régime, il a toujours été comme ça. En fait, il y a un fonctionnement dans une double dynamique. La première dynamique, c'est le rapport à l'histoire, c'est la falsification et l'usurpation de l'histoire, d'un côté. D'un autre côté, en fait, c'est le blanc politique. C'est que l'objet politique, le citoyen algérien, il n'arrivait pas à le saisir parce que finalement, on s'est rendu compte après le règne de Bouteflika que l'objet politique, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de cet objet-là existant dans ce régime-là, mais c'était plutôt l'objet corruption. Voilà, donc en fait, il y a deux dynamiques qui ont fait que, oui, bien sûr, ça ne peut susciter chez une personne que un certain flou et une certaine incompréhension du processus, parce que l'histoire, en fait, on existe par l'histoire et dans l'histoire. Donc, s'il y a usurpation, falsification de l'histoire, c'est toute l'existence d'une personne, en fait, qui est remise en question. Et le mouvement Hirak, donc cette révolution extraordinaire, c'est que le peuple, les gens, les Algériens, se sont réappropriés cette histoire-là et ont été chercher la vraie histoire. Et en fait, ils n'ont même pas été la chercher parce que ce que le régime a essayé de dissimuler, finalement, il s'est transmis de manière intergénérationnelle. Donc, en fait, ça s'est passé dans les familles, ça s'est passé entre les gens, ça s'est transmis de cette manière-là. Et on a des éléments, alhamdoulilah, concrets de notre révolution qui a été confisquée. Et avec ça, en fait, il y a d'autres éléments qui se sont construits dans le temps, les expériences vécues par les Algériens avec ce régime-là depuis 1962, ce qui s'est passé dans les années 90 suite à des mouvements qui se sont passés justement dans les années 80 aussi. Donc finalement, le peuple algérien, il a toujours été dans une forme de contestation. Ce Hirak, il n'est pas sorti comme ça de nulle part le 22 février 2019. C'est un processus qui s'est construit dans le temps, mais vraiment, là, c'est sorti le 29 février. Moi, je ne pense pas que le Hirak... Le 22, février. Je ne pense pas que le Hirak s'est arrêté. J'ai l'impression que on est en plein accouchement, en fait. Les Algériens demandent la liberté. Il faut savoir que l'accouchement, c'est d'abord un travail. Et après, poussez, madame, poussez, voilà. Donc là, on est encore en travail. C'est un accouchement difficile, par forceps, mais il va y avoir lieu. La radicalisation dont parle le sociologue Rabah Sba, moi, je pense que c'est une radicalisation dans la pensée. C'est vraiment maintenant, on est sûr, on sait exactement ce qu'on veut et de toute façon, ce régime-là, il ne va reculer devant rien. Et c'est une radicalisation par rapport aux positions, pas dans le mouvement lui-même. Je ne pense pas que ça se transformera en quelque chose de violent, en un mouvement violent, parce que les gens ont vécu du positif et ont vécu ce mouvement-là comme positif parce que justement, il a été pacifique. Donc, on est entré dans un cercle vertueux. Ça m'étonnerait fort qu'on passe à autre chose. Je reviendrai sur ce point en particulier où nous vous demanderons de nous expliquer le pourquoi de cet espoir, j'allais dire obstiné, qui n'en démord pas et qui, d'après vous, le Hirak continuera
à être ce qu'il a déjà été, c'est-à-dire pacifique, que la misère éventuelle ou la pauvreté ou les problèmes qui surgissent en ce moment au sein même du régime ne pourraient pas influer sur une éventuelle dégénérescence. Samir Yahiaoui, sur la même question. Je n'ai pas de certitude. Je ne peux pas avancer ici et dire que le côté pacifique ne marquera pas le pas. Je ne peux pas donner cette certitude. Mais avant d'expliquer le pourquoi du comment, il est important quand même de rappeler quelques chiffres, parce qu'on a tendance à parler d'une crise économique, mais qu'est-ce que c'est que cette crise économique? Elle se traduit comment? Et là, je me réfère à ce que le rapport du FMI a sorti comme chiffre. On parle d'un déficit budgétaire de 17,6 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près... Par rapport à 2019 2021. 2021. Voilà, 2021. Mais 2021, il commence. Oui, mais c'est une prévision. Ah, d'accord. Il y a une prévision de déficit budgétaire de 2700 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 17,6 milliards d'euros, 2021. Ce déficit budgétaire, si on le compare à 2020, il était de 2300 milliards de dinars, c'est-à-dire il y a quand même une augmentation de 400 milliards de dinars en déficit budgétaire. Qu'est-ce que ça représente en PIB, ça veut dire en produit intérieur brut? Ça représente 14%, c'est énorme. Qu'est-ce que ça a représenté le déficit budgétaire en récession en 2020? Ça a représenté 5,2% de récession. C'est-à-dire que la crise économique, elle est là déjà. Elle est là. Elle n'est plus. Il y a beaucoup de gens qui nous disent on rentre dans une crise économique. On est dans la crise économique. Ce qui va se passer en 2021, en 2022, c'est la crise va s'accentuer parce qu'on voit que les déficits budgétaires s'accentuent. Et face à cette crise, quelles sont les mesures que le régime met en face? Je vais vous citer 3 mesures phares du régime, mais qui sont les mêmes à chaque fois que le régime est face à une crise économique. Il y a les coupes budgétaires. Qu'est-ce qu'on appelle les coupes budgétaires? C'est les coupes au niveau des budgets des ministères et de la fonction publique. Il y a la limitation des importations. Il y a les gels des grands projets. Mais ce sont des mesures, malheureusement, qui ne feront que, au mieux, retarder l'explosion de la crise économique. Absolument. Quand on réduit le budget d'équipement, généralement, ça ne se voit pas tout de suite. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas... Ce genre de mesure n'est pas une refonte structurelle sur la gestion économique. Ce sont des mesurettes par rapport à l'ampleur de la crise. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que le régime établit la relance économique sur l'augmentation des prix des hydrocarbures. Mais ce que le régime oublie... Ça veut dire que c'est ce qu'il souhaite. Au fait, il se dit parce qu'il ne sait pas créer la richesse. Il ne vit que sur ses propres ressources naturelles et rien d'autre. Mais il est important d'expliquer, quand on dit le régime, il attend l'augmentation des prix des hydrocarbures, ça veut dire que pour lui, il a tendance à croire que l'augmentation des prix, ça veut dire des hydrocarbures, elle est tributaire des marchés internationaux. Alors que non, elle est liée au niveau de la production qui est clairement en baisse. Quand je dis ça, je sais que c'est un peu technique, mais je suis obligé de l'expliquer. Qu'est-ce que ça interprète? Malheureusement, une incompétence dans la gestion de crise. C'est un régime incompétent. Oui, mais à partir de là, pardon. Pardon, une question importante. Quand on sait que ce régime ne vit que des hydrocarbures et rien d'autre. Mais c'est ce que je dis. Quand on dit 97% des ressources, même les 3%, c'est des minerais. Ça veut dire que le pays n'exporte rien d'autre. L'exportation en 2020 a été de 12 milliards, c'est-à-dire... Réduction de 40% environ par rapport à 2019. C'est epsilon. Mais le problème que je voulais vous poser,
ce régime n'a rien d'autre que des ressources hydrocarbures. Il Pour ne l'instant- crée aucune richesse. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, Alors- transformer une économie rentière en une économie créatrice de richesse. Ce n'est pas possible. Alors- Il faut des années, il faut des décennies. Pour qu'on soit objectif, Jamal, le régime n'a pas un régime, ça veut dire enfin un régime, un gouvernement. Oublions l'Algérie. Un gouvernement n'a pas tendance, lui, à créer de la richesse. Il a tendance à faire des réguler. refontes économiques qui permettront aux acteurs économiques de créer de la richesse. Absolument. Et ça, cette refonte économique n'existe pas en Algérie. Là, ça veut dire que le marché algérien, son ouverture vers l'investissement étranger et vers les investisseurs locaux n'est pas fait pour qu'il y ait une relance économique sur d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que le régime a tendance à vouloir garder main mise sur toutes les recettes. Non, mais il y a aussi le fait qu'il ne peut pas, même s'il voulait, on ne peut pas relancer une économie qui a toujours été rentière pour en faire une économie créatrice de richesse du jour au lendemain. Ah, mais il faut ça, c'est des clair. années, Mais il faut ça- tout changer. Mais ça, c'est clair. D'où l'héritage des 20 ans de Bouteflika avec cette dépense des 1200 milliards de dollars. Et on a dépensé, je l'ai dit sur un autre plateau télé, on a dépensé aussi 200 milliards Réserve de change. de la réserve de change. C'est-à-dire qu'il y a eu une dépense de 1400 milliards de dollars. Je vais donner un exemple concret de ce que représente 1400 milliards de dollars. La reconstruction, écoutez bien, la reconstruction de la Syrie, dévastée par une guerre, est estimée, accrochez-vous bien, à 375 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a dépensé 4 fois la reconstruction d'un pays dévasté par une guerre. Et restez avec nous. Alors, Aziz Mouat, sur le même sujet, sur ce Hirak qui est en stand-by, qui est dans l'œil du cyclone, mais qui est au milieu de très graves bouleversements, non seulement au sein du régime lui-même, qui est en train de s'entre-déchirer, dont on ne sait même pas vers où il va, vers quel mur il va, parce qu'il ne sait aller que vers des murs, mais de l'autre côté, il y a donc cette crise économique qui est déjà à nos portes, dont on peut dire qu'elle a déjà commencé à faire des victimes, puisque des millions de nos compatriotes ont littéralement basculé dans la misère, dans la pauvreté, ou du moins dans l'incapacité de faire face à tous leurs besoins. Aziz Mouat. Oui, si Jamal dit. Est-ce que m'augmenter un peu le son parce que je vous entends très mal. Ah d'accord, la régie va s'en occuper, mais est-ce que vous avez entendu la question? Là, c'est déjà mieux. Très bien. Donc moi, je vous demandais, je vous posais la même question qu'à mes autres invités, ça veut dire la situation est catastrophique, le Hirak est en stand-by, mais tout autour, il y a de très gros problèmes qui se profilent à l'horizon, notamment cette crise économique qui arrive à grands pas et qui a fait basculer des millions d'Algériens dans la misère ou dans la précarité pour le moins. Je suis d'accord en partie avec vous et vos invités, mais j'aimerais apporter le point de vue de l'agronome un peu du terrain. Et il n'en demeure pas moins que toutes les théories économiques qu'on nous avance, non seulement elles sont redondantes, mais en plus elles ont plutôt tendance à faire peur un peu à tout le monde. Je pense que la véritable force d'un pays, c'est d'abord sa force productive. Et je prends pour exemple, et c'est normal, vous ne m'en voudrez pas, moi qui suis agronome, la production agricole de ce pays. Jamais, en plein mois de janvier, on a eu autant de fruits et de légumes sur les étals. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez ce peuple algérien, et là je rejoins l'analyse qui est faite vis-à-vis du Hirak, chez le peuple algérien, il reste des forces vives qui malheureusement n'ont pas été canalisées, mais qui continuent de croire, chacun dans sa tribu, dans son champ, dans son verger, au nord, au sud, qui continuent de croire que parce qu'il y a un peuple en face de nous, et qu'il y a un marché réel en face de nous, eh bien on va produire pour ce marché. Les gens personne ne fait d'enquête pour dire, par exemple, quelle est la part de production agricole qui part à la poubelle, que l'on ne vend pas, que l'on n'arrive pas à vendre.
d'un côté, d'abord, c'est vrai qu'il y a le pouvoir d'achat qui joue un rôle, mais la pomme de terre, ça fait 20 ans qu'elle est à 40 dinars, 45 dinars. Le chou-fleur, il est à 45-50 dinars. Le chou, l'artichaut, tous les légumes de saison et de contre-saison sont disponibles à provision sur le marché. Ça veut dire qu'il y a des forces économiques importantes que l'on ignore dans les études, dans les analyses du FMI, de la Banque mondiale. Oui, mais une question, Aziz Mouatz, une question importante que je vous pose, et je sais que vous êtes parfaitement renseigné sur la question. La production des fruits, des légumes, des viandes blanches, des viandes rouges, est-ce que dans cette production, la part des intrants importés n'est pas très, très importante? Indéniablement, mais par rapport à ce qui est produit, c'est insignifiant, si jamais le dit. Je vous donne un exemple. Pour la production de pommes de terre, qui couvre le marché national, et on arrive même à des exportations, bon, j'aime pas trop les exportations, on débourse chaque année pour les semences à produire en Algérie 80 à 100 millions de dollars. Avec 80 à 100 millions de dollars de semences importées d'Europe du Nord, on arrive à satisfaire la demande en pommes de terre de l'Algérie. L'Algérien est passé de 20 kilos il y a 20 ans à 100 kilos pratiquement de pommes de terre par habitant et par an. C'est pour vous dire qu'il y a ce potentiel et moi c'est ce qui me passionne. Ce pays a un vrai potentiel. Malheureusement, on n'a pas de gouvernance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une non-gouvernance. Et c'est vrai que ce qui s'est passé à l'arrivée du Hirak, moi j'étais dans le groupe qui soutenait la candidature de Sealir Diri, que je salue même s'il est encore en prison. Le Hirak est venu, il nous a un peu pris pour, mais on s'attendait à ce que le Hirak vienne. On l'avait prévu. Dans nos réflexions, dans les analyses de Sealir Diri, on savait que le Hirak allait venir, et c'est très simple. Tous les patriotes qui s'étaient réunis autour de lui, ils n'avaient qu'une seule idée en tête, c'est mobiliser la masse populaire. En dehors des partis anciens, en dehors de ce qui est sclérosé, des anciennes structures et tout. Il y avait cette force-là. Et je suis heureux de le constater. Le Hirak est une preuve incontestable de l'analyse que nous faisions. Il y a une force très forte au niveau du peuple algérien. Cette force, elle s'est exprimée le 16 février d'abord 2019 à Kharrata, et puis elle a explosé le 22. Et c'est cette force-là, si jamais le din. C'est cette force-là qui a fait que le 5e mandat ait été arrêté. En fait, le 5e mandat et le 4e, puisqu'on sait très bien que Bouteflika, depuis 2013, ne gouvernait plus. Et donc, ce qui s'est fait, il y a eu cette force du Hirak qui a été extraordinaire, qui a débordé un peu tout le monde, et qui a débordé aussi le pouvoir. Alors le pouvoir, il a essayé de s'accrocher, d'appliquer les anciennes recettes. C'est comme ça qu'on a arrêté le processus électoral. Et en arrêtant le processus électoral, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'application de la Constitution, d'où l'emprisonnement de l'Irdiri à un mois de la seconde date de l'élection présidentielle, parce qu'on ne voulait pas aller à un régime qui soit un régime démocratique. Et je tiens encore à le préciser, le Hirak demande tout simplement un régime démocratique. Moi, je suis dans le Hirak, je suis avec les gens, je contacte, ils viennent nous voir, on discute, on est en plein dedans. C'est une force extraordinaire et c'est une force qui sera non violente. Oui, mais une force qui sera non violente, Aziz Mouatz. Mais si avec la nouvelle configuration économique qui s'annonce très, très difficile, à la fin des réserves de change, et avec le manque à gagner dans la vente des hydrocarbures, évidemment, nous allons connaître la misère. Est-ce que le Hirak ne risque pas de dégénérer, tout simplement? Si on arrive, franchement, il est évident qu'on va déboucher sur de la violence. C'est une évidence. Ça, c'est une équation que le petit l'écolier de Beni Malek peut parfaitement comprendre. Oui, mais c'est une évidence aussi que le Mouss راح يلحق العظم. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se faire, même si le système algérien est un système qui est très opaque, qui ne montre pas, qui est très difficile à déchiffrer. Bon, je suis très, très content. Par exemple, qu'est-ce qui est en train de se faire et qui pourrait permettre au Hirak de continuer comme il était sans se radicaliser? Moi, je suis convaincu que le Hirak, le vrai, le pur,
parce qu'il y a beaucoup il est traversé par beaucoup de courants. Mais le Hirak, le vrai, il a compris, qu'il fallait qu'il soit non violent. Et ça, c'est un acquis considérable. Il a induit en erreur et les tenants du pouvoir, et les tenants de la violence, et les analystes extérieurs et étrangers. Tout le monde s'attendait à ce que le printemps algérien, le Hirak algérien soit violent. On leur a fait une démonstration. Mais ça, c'est pas Aziz Mouaz, c'est pas Benjamin El Bishnouf, c'est pas d'autres acteurs de la société civile. C'est tout un peuple qui, mu par ce qu'il a vécu, parce qu'il faut quand même remonter, c'est un peuple qui a vécu dans la violence. On sait ce que c'est que la violence. C'est 200 000 morts, si jamais le bien, on ne peut pas. Mais ce peuple algérien, il a compris que justement ce qu'il ne fallait surtout pas faire, et ça c'est extraordinaire. Si on devait donner un prix de la paix, c'est au peuple algérien, c'est au Hirak algérien. Et à personne d'autre. Restez avec nous, Aziz Mouaz. Je reviens à vous dans un instant. Farida Hamidi, Aziz Mouaz vient nous dire la non-violence du Hirak est un acquis. Est-ce que c'est un acquis irréversible? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que des populations entières, ça veut dire des millions d'Algériens, qui vont devenir très pauvres, qui vont avoir rencontré des problèmes économiques insurmontables face à un État qui est absent, qui ne pourra rien faire, dont on sait l'incompétence, dont on sait la gabegie? Est-ce que ces gens ne risquent pas de sortir demain dans la rue, mais de façon moins pacifique, moins politique, moins civique? J'ai envie de dire, à exprimer les choses de la manière, c'est comme si qu'il n'existait pas, enfin, c'est comme si que la pauvreté n'existait pas en Algérie. C'est pas nouveau. Les gens sont sortis justement, effectivement, hein, pour demander la liberté, et parce qu'il y a eu une prise de conscience politique le mouvement Hirak est très politisé, et c'est pour ça qu'il fait peur à ce gouvernement-là, parce que la demande justement il n'y a pas plus politique que ça. Hein. Oui, mais pardon, Farida, il y avait des poches de misère durant la gouvernance de rente. Oui. Mais les Algériens étaient un tant soit peu à l'aise. Mais là, ce sont les classes moyennes, oui, notamment basses et moyennes, oui, moyennes, qui vont basculer dans la pauvreté. Mais c'est ce qui pousse à penser justement autrement. Donc si je reviens à ce que disait Samir tout à l'heure, c'est effectivement, c'est pas un problème de crise économique, c'est un problème de gestion des richesses. C'est qu'il y a une incompétence économique claire. Vous vous rappelez, dans les années 90, le gouvernement à Hamrouch qui a été démissionné parce que justement ces réformistes-là apportaient des réponses et des solutions économiques pour la sortie de la crise, parce qu'il y avait justement ce problème-là dans les années 80 de la baisse du PIB et de l'appauvrissement de la population, et c'est pour ça que les gens sont sortis en octobre 88. C'est en train de recommencer maintenant, mais avec une nouvelle expérience qui s'appelle le Hirak. Voilà, avec cette nouvelle expérience-là, jeudi, vous savez, quand j'avais appelé jeudi passé pour annoncer l'action du consulat le samedi, voilà, ce jour-là, j'avais regardé une vidéo d'un petit garçon, en fait, qui, dans le froid, mais c'était à fondre le cœur, en fait. Un petit garçon qui est encore plus jeune que mes enfants, qui avait froid, qui était dans la neige, avec des bouteilles de gaz autour de lui vides, et qui essayait de faire la queue pour avoir une bouteille de gaz vide. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. C'est un gamin de 12-13 ans, je ne pense pas plus, hein, qui a dit « Manat qadhil, machi manat qadhal ». Oui. Donc un gamin de 12 ans qui Ce sont exprime des zones d'indignité et non pas d'ombre. Voilà, un gamin de 12-13 ans qui, dans ce froid, et il avait l'air d'avoir faim en fait, c'est d'exprimer avec autant d'engagement sa souffrance. Je ne peux pas attendre de la violence de lui. Voilà, après, quand vous parlez des classes moyennes qui sont en train de s'appauvrir, vous savez, on va arriver à les sahab al-jamra qu'elle les afsi alayha. Peut-être que maintenant, les gens vont avoir un peu plus d'empathie les uns vers les autres et vont sentir ce que c'est que la pauvreté et vont se soutenir, et vont justement se soutenir dans ce hirak et dans ce mouvement-là, et ne pas laisser seulement les pauvres sortir. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens et qui sortent pour demander la liberté pour tout un pays, dans ce pays-là, il y a des riches,
Il y a des classes moyennes et il y a des pauvres. Et il faut être solidaire. Vous savez, le Hirak, il reviendra en force et plus rapidement parce que de toute façon, à court, moyen ou long terme, il reviendra. On a goûté quelque chose qui est très plaisante. Et en général, quand on goûte quelque chose de bon, on a envie de recommencer. Oui, mais Farida, moi j'entends bien ce que vous dites. Ça veut dire c'est très optimiste. Vous êtes en train de nous dire non seulement le Hirak va revenir, mais il va revenir y compris par ceux qui vont être atteints dans leur, dans leur niveau de vie. Mais ceux qui vont être atteints dans leur niveau de vie, peut-être qu'ils vont arriver au Hirak, mais pas porteurs de revendications politiques. Si, porteurs de colère. Si, parce qu'ils vont être touchés dans leur dignité. Vous savez, quand on a l'habitude d'un certain niveau de vie, en fait, et quand on perd ces acquis-là, on le sent aussi dans sa dignité. Voilà, c'est pas seulement de la faim, en fait, parce que finalement, la faim, elle est physique, et là-dessus, en fait, je me rappelle, je rappelle la crise, enfin, la grève de la faim de Tajadit et de ses copains de cellules, camarades, oui. voilà. C'est très symbolique. Ils ont fait la grève de la faim pour attirer l'attention sur leur situation qui est affreusement injuste, mais c'est vraiment affamer ce corps-là qui est affamé de liberté aussi. En fait, l'esprit n'est pas libre, j'affame mon corps pour demander cette liberté-là et pour revendiquer la justice, en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et franchement, la peur, elle est justifiée, mais il faut la dépasser. Samir, le Hirak d'abord. C'est quoi le Hirak? Vous voulez dire quelque chose? J'aimerais rebondir. Allez-y. C'est important de rebondir sur la première intervention, sur la deuxième. L'agriculture en Algérie exporte 8 millions de dollars. 8,5. Et elle importe 8,573 milliards de dollars. C'est dire. On parle de 8 millions de dollars, c'est peut-être des on dates, exporte, tout simplement. Non, de dollars. Et on importe 8 milliards. Le déséquilibre est éloquent. C'est ça. Il est significatif. Et 80, deuxième je chose. pense que je suis désolée, par rapport aux exportations des hydrocarbures, ça représente 90% des revenus en Algérie. Donc on ne peut pas le comparer avec Je termine parce que comme ça l'information elle est juste jusqu'à la fin. Ça, ce sont les chiffres 2018. Effectivement, il y a eu une évolution de 6% sur l'importation, mais sur la base des 8 millions. On parle de milliards en exportation. Alors, quand on dit une crise économique et que l'Algérien ou la famille algérienne va être touchée dans son quotidien, il faut expliquer quel est le mécanisme qui fera qu'une famille algérienne va être touchée dans le quotidien. Qu'est-ce qui maintient aujourd'hui plus ou moins à flot? Je dis bien plus ou moins à flot. Là, je vous rejoins, Jamal, il y a des zones en Algérie où les gens sont dans la pauvreté la plus extrême. Qu'est-ce qui maintient les choses à flot? C'est la subvention. Tout est subventionné en Algérie. Mais là, ça fonctionne encore parce que l'argent qui est dépensé, c'est le nôtre. C'est celui qui était dans les caisses de l'État. C'est l'argent des hydrocarbures. Celui qui a été jeté par la fenêtre pendant ces 20 ans et que ça continue. Et je reviens aux mesurettes qui sont prises, et ces mesurettes ne feront que accentuer le déficit. Mais quand on ira sur l'endettement extérieur et la dette extérieure, là on n'est plus maître à bord chez nous. Et celui qui prêtera de l'argent à l'Algérie, que ce soit un État souverain ou le Fonds monétaire international, il aura un œil sur la gestion économique. Et là, les coupes budgétaires ne seront pas qu'au niveau de la fonction publique, ils demanderont aussi l'arrêt des subventions. Des soutiens des prix. Ce qui impliquera automatiquement la chute inéluctable du dinar et la hausse des prix à la consommation. Ce qui fait le pouvoir d'achat sera frappé de plein. Mais puisque vous parlez d'endettement, vous savez que l'Algérie dépense à peu près entre 50 et 65 milliards de dollars par an. Il y avait à peu près une trentaine de milliards de dollars qui proviennent de la vente des hydrocarbures. Pour 2019 et 2020, ça n'a pas été le cas, ça a chuté.
et le reste, il le prélevait dans les réserves de change. À peu près 30 milliards de dollars par an. Or, demain, quand les réserves de change se seront épuisées totalement. Là, pour le coup de Alors là, c'est la 2021. question que je voulais vous poser. Alors, ils vont avoir besoin de 30 milliards de dollars par an. Oui. Alors, quel est Un peu plus. ce FMI, Ouais. ou quel est cet État souverain, ou quels sont ces fonds souverains, ou ces fonds privés qui vont prêter à un pays qui n'est pas crédible, qui n'est pas solvable, 30 milliards de dollars par an? Mais vous revenez à ce que je viens de dire. Oui, mais Ça ça veut veut dire dire que que- l'endettement est impossible à ces niveaux-là. Ils ne laisseront pas un pays s'effondrer entièrement parce qu'il y a aussi des intérêts d'ordre économique et sécuritaire. Ce qui fait qu'ils viendront gérer l'économie de l'Algérie. C'est la fin des proconsuls. Ils vont fini. gérer eux directement. Ils vont le directement, non. Enfin, Mais directement. Mais il y aura une gestion, c'est-à-dire qu'il y aura un prêt, il y aura une gestion qui sera sous Un prêt de loupe. 30 milliards de dollars par an? Vous pensez qu'ils vont pouvoir trouver ça? On ne sait pas s'ils vont pouvoir le trouver, on ne sait pas si. On ne connaît pas de précédent. On ne connaît Mais- pas de précédent. mais- On vous prête 4-5 milliards de dollars sur 4-5 ans. On ne vous prête pas 30 milliards de dollars chaque année. C'est pour ça que la refonte économique qu'on aurait dû nous faire en Algérie, elle sera imposée par les instances internationales à l'Algérie. Et c'est là où ça va devenir violent. Quand je dis violent, ça veut dire pas dans l'acte, c'est-à-dire la violence que les familles algériennes vont sentir. Ce ne seront pas les mêmes motivations entre demander un état de droit et demander à manger, à se nourrir. Exactement. Et pour rebondir ce qu'elle disait Farida. ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, mais ma responsabilité aussi, c'est de le dire. La société algérienne est malgré toute la maturité que le Hirak a montrée, mais nous sommes obligés de constater que nous sommes quand même une société dysfonctionnelle. C'est-à-dire? C'est une société dont les liens de réciprocité n'existent pas, Jamal. Entre qui et qui? Entre les citoyens. D'accord. La citoyenneté algérienne n'a jamais été exercée. Le citoyen algérien commence à peine à comprendre c'est quoi être citoyen. Il ne l'a jamais été. Depuis 1962. Depuis 1962, peut-être un peu dans les années 70, mais aujourd'hui, la citoyenneté, ça veut dire être acteur dans la cité, n'a jamais existé dans la société algérienne. On ne va pas se mentir, nous avons vécu dans cette société, nous sommes nés, nous avons évolué dans cette société. Le lien de réciprocité, qu'est-ce qu'on appelle le lien de réciprocité? Vous prenez une société dont le tissu social... Comme on dit, les droits et les devoirs. Mais vous pouvez prendre un citoyen à Lille et un citoyen à Marseille. Ils peuvent être à l'antipode sur le plan idéologique, mais quand il s'agit de principes d'ordre citoyen, c'est-à-dire quand il y a une atteinte à quelque chose dont le citoyen a déjà eu l'acquis, là vous trouvez que le citoyen de Lille ou le citoyen de Marseille se rejoint sur ce point. C'est ce qu'on appelle un lien de réciprocité. Par exemple, si le Premier ministre français avait déclaré avoir vendu 60 kilos d'or offerts par les émirs du Golfe, le citoyen de Lille et de Marseille, il serait sorti dans la rue? Mais alors, Oui. au-delà de ce que vous dites, au-delà de l'aspect anecdotique de cette histoire, ces déclarations sont extrêmement graves. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la justice s'est saisie de cette déclaration? Non. C'est-à-dire, est-ce qu'une enquête a été ouverte suite à la déclaration d'un des plus hauts responsables algériens du fait qu'il a vendu 60 lingots d'or au marché noir? Mais pas fort la guêpe, ils vont pas se mettre eux-mêmes mais c'est important, sur la place publique. C'est important. C'est là où notre Peut-être que Yahya l'a fait exprès pour les menacer, pour leur dire sinon je vais tout déballer. Probablement. Mais moi, le citoyen, Farida la citoyenne, Jamal le citoyen, on doit tout de suite, et s'il y avait des partis d'opposition dignes de ce nom, on demande une ouverture d'enquête, parce qu'on parle d'un Premier ministre. Oui. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Quels sont les services qui étaient au courant? Est-ce que les services... Ils étaient tous au courant. Alors, moi, je n'ai pas cette information. En tout cas, pour ma part,
Si les services étaient au courant et qu'ils n'ont rien dit, à ce moment-là, ils doivent être aussi poursuivis et condamnés. Et s'ils ne l'étaient pas, Jamel, excuse-moi, Oui. ça nous rejoint aussi qu'ils étaient incompétents. Ça veut dire une déclaration, pareille, il ne faut pas qu'elle reste sur le plan anecdotique. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, le DRS, s'il n'était pas au courant d'une affaire aussi monstrueuse, c'est qu'il On est parle du incompétent. Premier ministre, hein. C'est incompétent. Et si le DRS le savait et qu'il n'a rien dit, ça veut dire qu'il était complice. Mais on va essayer de tourner. Je reviens à vous. N'oubliez pas ce que vous avez dit, parce que je dois faire tourner le micro. Aziz Mouatz, est-ce que vous voulez rebondir? Sinon, j'ai une question pour vous en particulier. Je voudrais rebondir très rapidement et j'attends votre question. Allez-y. Sur l'histoire de le parallèle que fait Sissamir, que je salue, entre l'exportation et l'importation des produits agricoles. Bon, Oui, 8 millions et c'est 8 vrai que milliards. oui, mais c'est vrai que ça saute aux yeux. Mais vraiment, je vous dis juste une anecdote. Enfin, on ne compare pas l'incomparable. On a besoin d'intrants parce qu'on a accusé un votard considérable. On a besoin d'intrants. Ce sont des intrants. C'est pas en dehors du blé. Tout le reste, il est transformé par les animaux. C'est des produits phytosanitaires qui rentrent dans le processus de production. Tous les pays sont soumis à ce rythme-là. C'est pas nouveau. Mais on peut faire mieux. Je suis d'accord. Seulement, quand on parle d'exportation de produits agricoles pour l'Algérien que je suis, moi, de la nation, ça me rappelle la période coloniale. Il faut qu'on arrête justement de faire croire aux gens que nous sommes un pays exportateur. On peut exporter plein de petites choses, mais il faut d'abord suffire au marché intérieur. C'est ça la vraie sécurité alimentaire. D'abord suffire le marché intérieur. Une fois qu'on aura suffi le marché intérieur, exporter. On a de très belles choses. Oui, mais il faut avouer que la différence signalée par Samir Yahyaoui est énormissime. 8000 fois plus. De 8 millions à 8 milliards. Quand vous prenez le Maroc, par exemple. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'ils exportent plus qu'ils n'importent. Le Maroc, non. Ça, si jamais le din. Voilà. Sur la sécurité alimentaire, il faut qu'on fasse une. Parce qu'on ne peut pas balancer comme ça des chiffres qui sont trop évidents, trop parlants et qui cachent plein de vérités. Le Maroc dépend de l'exportation à 1000%. Si quelqu'un en Espagne décide de bloquer les tomates marocaines, le producteur marocain, il ne pourra pas exporter sa tomate. Et on ne peut pas demander aux Algériens et à l'agriculture algérienne qui a accusé des retards de faire les mêmes erreurs qu'ont fait les Marocains, les Égyptiens et d'autres pays. Alors, pardon, Aziz Mouatz, après on va essayer de parler à bâton rompu, on s'interrompra les uns les autres. Mais Aziz Mouatz, c'est quoi le Hirak? Est-ce qu'il a une tête? Est-ce qu'il a une vision? Est-ce qu'il a des représentants? Est-ce que, quand on dit le Hirak va faire, il va dire, il va s'orienter, en fait, le Hirak, pour moi, c'est une nébuleuse où il y a des millions d'Algériens, mais où il n'y a pas de... jusque-là, il y avait une vision unique qui était l'établissement d'un État de droit, mais sans plus de... Je vous laisse la responsabilité de la nébuleuse, si j'aime le dire. Allez-y, oui, je la prends. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, oui. Pour continuer à vivre de Hirak de l'intérieur, parce que j'ai le confinement, je suis l'actualité au jour le jour. Je peux vous assurer, et je vous assure que ceux qui nous gouvernent le savent très bien, le Hirak n'a jamais été aussi conscient de force. Il n'a jamais été aussi conscient de sa mission, et il n'a jamais été aussi conscient de la nécessité d'une non-violence. C'est incontournable, c'est définitivement. Et là, c'est le biologiste qui vous le dit. C'est très dans les gènes. Les Algériens, c'est terminé, c'est définitif. On ne se laissera jamais plus prendre par la violence et il n'y aura jamais de violence, même s'il y a de la souffrance, même s'il y a de la misère, parce que ce peuple, il a des ressources, il a des ressources, il a des ressorts. C'est un peuple solidaire, c'est un peuple qui le démontre. Je vais vous donner l'exemple de Moustaganem et de la région. Quand les hôpitaux publics ont failli dans la lutte contre le Covid, c'est la société civile qui a pris le relais. Ils ont fait des trucs inimaginables. Ils ont mobilisé un argent fou, ils ont ramené des moyens, ils ont requinqué 3 hôpitaux. 3 principaux hôpitaux de Sidi Ali et de Moustaganem ont été refaits, rééquipés. Ils n'ont manqué de rien avec tout simplement de la mobilisation. Maintenant, ce qui concerne l'élite et la classe moyenne qui vous tient à cœur. Moi, franchement, je suis très déçu par la classe moyenne algérienne.
Wallah il Ali ça fait mal au cœur. Mais on est passé à côté. À Moussaganem, on a 15 000 enseignants universitaires. Vous savez combien sont venus prendre la température du Hirak? Pas plus de 20. La démission de la classe moyenne est une honte pour ce pays. Parce que c'est là où on recrute l'élite. Eh bien, ça a été reprise par d'autres. Il y a des jeunes, je peux vous dire, wallah, ils ont un discours, ils ont une cohérence, ils ont une vision, ils ont une dialectique. C'est extraordinaire. Mais le Hirak est majoritairement constitué de gens qui viennent de la classe moyenne, dans toutes ces déclinaisons. Non, non, il est chahuté. Non, on ne peut pas dire ça. Non, le miracle du Hirak, c'est que justement, il a nivelé tout le monde. Au départ, il y a des gens qui sont des anciens militants, des gens qui ont un passif extraordinaire de militantisme et de clairvoyance. Parce qu'au départ, ils se sont dit, tiens, il y a un mouvement, on va peut-être recruter pour augmenter un peu l'audience et c'est normal. Moi, je ne leur reproche rien. C'est des amis que je respecte et qui me respectent. Et je respecte leur point de vue, leur combat. Mais au fur et à mesure, ils sont apparus de nouvelles têtes qui, elles, sont à l'intérieur du Hirak et qui leur ont apporté la contradiction. Ce qui fait que, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous serez étonné par la maturité de ces gens-là. En plus, ils ont souffert. Ça fait quand même maintenant 2 ans qu'ils sont sur le champ de bataille. Le confinement avec le Covid, les souffrances, l'université qui est pratiquement fermée parce que c'est pas les cours par Internet qui vont faire avancer. Les étudiants cette année qui sont inscrits, un cours qui n'a pas vu un prof qui n'est pas rentré dans un amphithéâtre. Aziz Mouatz, je vais revenir à vous dans un moment et je vous demanderai de nous parler un peu de la situation des détenus, dont le général Rderi, que vous avez vous-même accompagné dans sa campagne électorale. Je vais vous poser une question précise sur les détenus et vous pourrez développer à votre aise. Farid Hamidi, vous vouliez rebondir tout à l'heure sur quelque chose. Sur plusieurs points, en fait. Oui, allez-y. Déjà, à commencer par... quand Samir a parlé de la société dysfonctionnelle, en fait, on peut voir les choses selon son positionnement et selon sa propre subjectivité, en fait. Il n'y a pas de société dysfonctionnelle, elle n'existe pas en tant que telle. C'est comme si on est en train de dire que cette société-là ou tout ce peuple-là, il faudra refaire les choses. Sauf que nous, on a dit pour pour ce gouvernement, pour ces gens-là qui se sont accaparés de l'Algérie et qui sont dans un fonctionnement de prédation en fait et de captation des richesses justement. C'est pour ça que l'économie elle souffre. Moi je parlerai plutôt de la destruction du tissu social justement. Et quand vous parliez il n'y a pas d'interaction ou je ne sais pas de lien de réciprocité. En fait, depuis le début du Hirak, déjà avant et par la suite, c'est un régime qui a travaillé justement sur la destruction du tissu social, justement. Et il a joué énormément sur tout ce qui est sensible dans la société et qui touche aux valeurs et aux principes de cette société-là, justement, pour asseoir cette division-là sur laquelle il joue depuis le début. Et il accentue le rythme quand il y a des révolutions, si quand il y a... Mon constat n'est pas accusateur. Ah oui, non, mais bien sûr, mais moi je réponds. Posé tel quel. Bien je sûr. ne dis pas que c'est la faute à la société. Ça pourrait induire cette réflexion, justement, parce que quand on parle de société dysfonctionnelle, on va revenir au fait de dire c'est la faute à Chab s'il est dans cette situation-là, parce que depuis 1962, on n'arrive pas à prendre en considération sa citoyenneté. Je peux juste finir, je veux bien finir ma réflexion. Oui, pardon, allez-y. Oui, allez-y. Bien sûr. Non, mais c'est du débat. On débat, voilà, c'est un débat. Donc moi, je pars du principe que depuis 1962, c'est cette société-là, en fait, qui est constituée d'individus. Je fais partie de ces individus-là. Vous en faites partie. Chacun, a son rôle dans cette société-là. Je pense que c'est un droit qui nous a été confisqué. Quand vous avez un régime qui assoit son illégitimité, en fait, sur systématiquement la triche dans les élections
et de manière répressive, parce que le 12-12, il y a quand même pas mal de gens qui ont perdu des yeux, en fait, hein, quand ils sont sortis pour dire Had Nidam Maouchi Shar'i, on ne veut pas de ces élections-là, on ne veut pas. Donc, quand il y a répression, quand il y a un rapport de force entre dominant et dominé, parce que quand c'est vous qui avez les armes, c'est vous le dominant. Donc, forcément, vous faites mal physiquement, psychiquement. Donc, au bout d'un moment, les gens ont peur, effectivement. Et après, il n'y a que des passages en force. Pardon, En 1900, je vais répondre. Ah, j'ai pas eu la parole. Voilà, en 1992, c'était l'anniversaire hier, d'ailleurs, le 11 janvier. Avant-hier, pardon. Quels que soient les résultats d'une élection, à partir du moment où elle est démocratique, on ne peut pas la confisquer. Voilà, moi je pars de ce principe-là, que je sois d'accord avec ces élections-là, que je ne sois pas d'accord avec ces élections-là. Je laisse les gens faire leurs preuves. Dans une des vraies démocraties. Encore que le gagnant soit garant aussi de l'alternative. Ça, je ne peux pas le savoir tant qu'il n'a pas fait son mandat. Je ne peux pas le savoir. Non, je Valida, finis moi, juste... ce que j'ai compris de ce qu'a dit Samer Yahiaoui, ça veut dire que de ce lien de réciprocité, ça veut dire le citoyen, il est citoyen à part entière. Ça veut dire non seulement il est dans l'obligation morale de revendiquer son droit à la citoyenneté, mais aussi d'être citoyen. Ça veut dire de ne pas permettre à un régime prédateur de s'installer, de ne pas l'applaudir, de ne pas fermer les yeux sur Bien sûr, il n'y a pas plus revendiquer sa citoyenneté que de sortir le Hirak. Et les Algériens n'ont pas cessé de le montrer pendant un an et sous la répression. Parce que pendant ce temps, en fait, justement, quand on parlait de justice tout à l'heure, et justement, ce qui s'est passé avec la révélation de l'ancien Premier ministre qui est business fait les lingots d'or. Oui, bien sûr. Enfin, c'est consternant. Après, quand on parle de justice... C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. De quelle justice on parle? D'une justice qui n'existe pas, d'une justice de téléphone, d'une justice qui a fait revenir un criminel de guerre et qui a effacé comme ça, d'un revers de la main, 20 ans et un mandat d'arrêt international et 20 ans d'emprisonnement. Donc, de quelle justice sans même le rejuger, pareil. Voilà. Donc, quand vous avez vendredi des citoyens qui sortent dans la rue et qui sont systématiquement réprimés, qui sont en prison dans des conditions absolument inhumaine. On ne peut pas parler de justice et on ne peut pas revendiquer quelque chose qu'on nous confisque, en fait. Et en plus, on la revendique. Je finis juste, j'avais encore 2 points parce que, voilà, sinon, ça ne sera pas équitable en temps de parole. Je suis désolée. Je tiens à ce que ça le soit. Voilà. Donc, pour revenir aussi sur l'agriculture, ça me rappelle, je la retrouverai, je vous l'enverrai, une vidéo, en fait, parce qu'il y a eu au début du Hirak, je ne sais pas si c'était le ministre de l'Agriculture ou quelqu'un d'autre qui parlait de batata, en fait. On parle de liberté. Enfin, on parle de liberté. Les étals de légumes, c'est secondaire par rapport à la noblesse de ce que demande le peuple algérien, en fait. Le batata, c'est pas batata, c'est symbolique du reste des légumes, parce que quand on parle des étals, en fait, de légumes et de fruits qui sont disponibles, parce qu'effectivement, il y a peut-être eu un regain, justement, de production, mais on parle de prix. D'accord, ok, il y a tout ça, mais les gens ne peuvent pas se le permettre. Quand les gens, comme vous avez dit au début de l'émission, se lèvent à 5 h du matin pour avoir un sac de lait, donc je vous laisse penser par vous-même le fait d'avoir 1 kilo d'aubergine, c'est du caviar. Voilà, donc voilà, en fait c'est l'incohérence de ce qu'on peut avancer. Pendant ce temps, il faut savoir que les terres fertiles ont été offertes, en fait, pour 1 dinar symbolique parfois, et on n'arrive plus à les cultiver, alors que le désert algérien, le sud algérien, ça peut devenir la Californie, en fait. On peut faire pousser des fraises là-bas. Donc, alors, Samer Yahiaoui, à partir de maintenant, sauf pour Aziz Mouatz qui n'a pas eu suffisamment de temps de parole, le temps d'intervention sera un peu plus court. D'accord. Donc je vous demanderai d'être un peu plus dynamique. Et après, on donnera suffisamment de temps à Aziz Mouatz parce qu'il parle le dernier. Donc, à partir de maintenant, essayez d'aller au plus direct. Est-ce que vous voulez commenter? Est-ce que vous voulez... Rapidement, je veux dire, aucun régime au monde n'aurait pu tenir face à une contestation aussi massive que l'Algérie a connue. Il a tenu, malheureusement.
Et pourquoi, selon vous? Il a, pour les deux raisons que j'ai données. La rente? Non, absolument pas. Une société dysfonctionnelle et un lien de réciprocité absent. Je sais que ça ne plaît pas. Je suis membre du Hirak. Je suis quelqu'un qui est sorti comme tout le monde. Mais si je ne montre pas le mal, je ne peux pas le soigner. Nous avons une responsabilité commune. Je n'aime pas être victime. Je veux être acteur dans cette société. Le Hirak, quand on a dit, il ne faut pas le représenter. Déjà, pardon, Jamel, de dire quelle absurdité d'avoir déjà parlé d'un Hirak à représenter ou ne pas représenter. Ça ne veut rien dire. Le Hirak était composé de multiples couches sociales et de multiples idéologies. Il fallait... Oui, mais si demain le régime vous dit ramenez-moi vos représentants pour qu'on parle. Le régime n'a pas à dire ramener les représentants. Il y avait des gens... Mais il y a une réalité. C'est lui qui a le pouvoir. Je termine mon analyse et je vais aller jusqu'au bout. Il y avait des responsables politiques qui ont pris peur parce qu'on leur a dit que le Hirak ne doit pas être représenté. Je suis désolé. Chaque personne, chaque responsable politique doit prendre sa responsabilité et à la société d'accepter qu'il y ait plusieurs idéologies et plusieurs représentants. Mais ce n'est pas le problème. Quand vous dites chaque responsable politique, de qui vous parlez? Je ne parle pas d'individus, je ne nommerai personne jamais. Non, non, mais le Hirak. Le Hirak, il est composé de millions d'individus. Ça, ce sont les citoyens. Oui, mais il y a, demain, s'il y a des négociations avec le régime pour préparer son départ. Et justement, ma responsabilité, la responsabilité d'un activiste, des gens qui font de la politique, c'est d'adresser un message, de dire quand il y aura des représentants politiques qui monteront au créneau, accepter que tel courant soit représenté par telle personne ou par tel parti, tel courant doit être représenté par telle personne ou tel parti. S'il en faut 20, 30, 40 personnes, il faut que ce Hirak accouche de ces personnalités. Comment il pourrait accoucher? Ils existent, Jamel. Oui, mais comment accoucher? Comment désigner ces personnes? Ça veut dire qu'il faudrait que ces responsables politiques multiplient les contacts entre eux. Ça nous ramène toujours à la même chose, le lien de réciprocité. Il faudrait qu'ils acceptent de discuter autour d'une table et d'aller négocier la passation du pouvoir, ça veut dire la reddition du régime, qui ne se fera pas, Jamel, en une semaine, ni en deux. Si ça doit prendre 3 ans, ça prendra 3 ans. Mais il faut, comme j'ai toujours dit, dans un conflit, les protagonistes d'un conflit doivent s'asseoir autour d'une table. On peut pas... Aziz Mouatz, d'abord, vous allez avoir un peu plus de temps parce que vous êtes en déficit. Alors, après vous, on fera des tours un peu plus dynamiques pour essayer d'aller vers plusieurs sujets. Aziz Mouatz, un commentaire ou vous attendez ma question? Non, je peux faire un commentaire parce que je rebondis sur le mot qui vient d'être prononcé par Samir, la reddition du régime. Oui. La reddition du régime, c'est vrai que c'est bon, c'est une belle pensée. Mais la réalité, elle est c'est pas le Soudan. L'armée algérienne, c'est pas l'armée du Soudan. L'armée algérienne est une vraie armée populaire où vous avez du gendarme jusqu'au général, il y a beaucoup de gens qui sont issus de ce peuple. C'est ça la force de ce pays. Oui, mais Aziz Mouatz, est-ce que vous connaissez au monde une armée qui n'est pas issue du peuple? Et pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas dire que cette armée est une junte qui monopolise le pouvoir, puisque c'est le cas? Ce sont des généraux qui tiennent le pouvoir depuis 62, qui en abusent, qui en profitent, qui sont corrompus, qui ont massacré, qui ont commis des carnages. Pourquoi essayer d'occulter tout ça? Non, je n'occulte rien du tout. C'est pas ça l'armée. Je fais le procès de personne. Si on veut faire les procès, je suis le premier à me présenter. Je n'ai aucun problème, je n'ai aucun souci. J'ai la conscience tranquille. Là-dessus, il faut qu'on soit d'accord. Quand on dit reddition du régime, c'est pour aller où? La violence, quand on vous dit là on est dans le Hirak, on veut représenter, on veut. Le Hirak n'a pas encore besoin. Moi, je vais vous donner une réflexion que j'ai faite et que j'essaye de faire partager avec beaucoup de patriotes. Elle a le mérite d'être, comment dirais-je, pratiquement naïve. شوف سي جمال الدين نعاودوا نرجعوا نعاودوا du processus électoral quand le chef d'état-major de l'ANP, et je parle de l'armée, donc je n'ai pas de problème, a décidé d'appliquer l'article 102. D'accord? Oui.
Il l'a fait pour qui et contre qui? Il l'a fait contre le Hirak et il l'a fait pour lui-même, parce que c'est lui qui a hérité du régime. Qu'il a le 12-12. Moi, j'étais contre le 12, mais le 12-12 a eu lieu. Beaucoup de gens, la majorité du peuple algérien ne sont pas allés voter. Mais c'était la suite logique de l'arrêt du processus électoral. درك وين لحقنا؟ لحقنا القضيه وين راه رئيس الجمهوريه راه في القان، الله يشافيه ويعافيه. Il est en train de se soigner. Il est arrivé à la fin du rouleau. Est-ce qu'on peut reprendre l'Algérie de 2013 avec un vice-régent ou avec un régent sur un fauteuil roulant, ou là il faut qu'on passe à l'étape supérieure qui consiste à doter ce pays de véritables institutions. Si jamais il y a deux solutions. La première solution, et à mon avis c'est la plus simple, mais je ne l'aime pas beaucoup, mais c'est celle-là, il faut en parler, je ne suis pas un dictateur. La première solution, c'est la Constitution qui a été très mal votée le 1er novembre. Semble-t-il, elle a été paraphée par le président de la République. Il y a un vice-président, où il peut rester même en Allemagne pour se soigner. L'Algérie a quand même les moyens de payer à son ex-président. Il faut arrêter. Si on veut respecter ce pays, il faut d'abord respecter ses institutions, les améliorer, les remettre en cause, aller aussi des fois les cogner, mais il ne faut pas détruire. On ne peut pas détruire un pays comme ça. La deuxième formule, à ce moment-là, le vice-président, il prendrait 1 an, 2 ans, 3 ans, il a le temps justement. Et ça répond aux aspirations de Samir et de tous les autres, que je respecte, sont très respectables. Comment faire adhérer le Hirak? Le Hirak, on ne le fera adhérer que si, qu'en face, nous avons en qui le Hirak a confiance. Il faut rétablir la confiance. C'est pas en ramenant M. Tebboune là, en ramenant M. Là, en ramenant X ou Y, qu'on va rétablir la confiance. Elle ne peut pas être rétablie. Le résultat, on est arrivé à une situation... Alors, Aziz Mouatz, sur la question des détenus, on est en train de parler maintenant. Vous savez, on n'a pas d'autre choix que de fonctionner à la spéculation et aux rumeurs. D'un côté, ils nous ferment le champ politique, le champ médiatique, personne, tout se passe dans l'opacité. Quand on se permet d'essayer d'imaginer de ce qui se passe, on nous traite de gens qui propagent des rumeurs, qui se livrent à des spéculations, etc. Eh ben, moi, je le revendique. La spéculation est un droit en l'absence d'une vraie information. Bien sûr. Et donc, on est en train de nous faire savoir, de sources diverses, que ce pouvoir, pour libérer tous les siens, comme il l'a fait pour Nazar, comme il l'a fait pour Toufik, comme il va le faire pour les autres, est en train de concocter quelque chose pour pouvoir libérer tous les détenus, y compris les détenus du Hirak. C'est un peu comme Israël, quand il voulait obtenir quelque chose, il a arrêté 400 ou 500 Palestiniens, et après il dit, si vous voulez que je les libère, j'obtiens ceci. Et donc, à votre avis, et puisque vous avez vous-même un ami qui est détenu, le général Rdiri, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Pour moi, c'est très simple. D'abord, les gens qui ont été emprisonnés à cause du Hirak n'ont rien à faire en prison. Tous, sans exception. Tous. sans اكسكليف نقاس علي غديري طابو كاع اللي راهم داخل في السجن على حساب الحراك وعلى حساب الرايه الامازيغيه وعلى حساب الصوالح هذوك. moi je vous dis tout de suite ces gens-là n'ont rien à faire en prison. ولا quelqu'un qui m'a كشيد هذاك تاع qui a publié des trucs sur son machin, il faut arrêter. L'Algérie, elle est capable d'absorber tout ça, franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter, clair, net et précis. Ceux qui ont dilapidé les biens publics, je connais non, il faut arrêter. Mais Aziz Mouatz, la Issaba, cette Issaba qui est en prison, en fait, c'est la Issaba qui les a mis en prison pour nous les jeter en pâture. Parce qu'ils ne sont pas tous en prison. Ceux qui les ont mis en prison avec leur justice sont eux-mêmes une Issaba. Il y a ceux qui ont été mis en prison, ils ont des dossiers très lourds. Et l'exemple de Ahmed Ouyahia est là pour le démontrer. Beaucoup de ministres ont dilapidé, le Premier ministre, le chef de gouvernement, tout le monde le sait. Le DRS, les gars, il y a aussi un volet républicain du DRS où ils ont des dossiers, Et d'ailleurs, je rappelle que le général de corps d'armée, Toufik, il a été écarté, il a été mis en prison parce qu'il a monté, entre autres, pas que ça. D'abord, il était contre le 4e mandat et ensuite, il a monté un dossier contre Chakib Khalid. C'est un peu ce qui a fait qu'il ait été réduit au silence. Donc, il ne faut pas non plus jeter
le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qu'il est possible de faire. Les détenus politiques, il y a à leur tête, à l'Irdiri, ils n'ont rien à faire en prison et ils vont apporter de souffle et un peu de sérénité. Mais pourquoi à leur tête Rdiri? Pourquoi vous dites et à leur tête Rdiri? L'Irdiri, pour moi, c'est le véritable, comment dirais-je, nucléus qui a éclaté. L'histoire le dira. Si jamais le dit, merci de me permettre de le dire sur votre grande chaîne de télévision. Merci. Je le dis, je le répète, le nucléus qui a déclenché le Hirak dans l'esprit des Algériens, c'est que ce soit un général algérien qui, pour la première fois, a pris son stylo et il a interpellé les responsables. رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دار له برية، قائد الأركان صالح دار له برية. Il a appelé ses collègues, ses anciens collègues, قال لهم اللي قلنا نتلموا باش نبدلوا نغيروه من الداخل. On doit changer. Il a refusé. Vous savez pourquoi il est encore en prison? On lui a proposé. J'ai des amis qui sont des collègues à lui. عيطوا لي وقالوا لي علاه ما قبلش يخرج ويقعد ترانكيل في دارو. Parce qu'on lui a proposé la liberté conditionnelle. La liberté conditionnelle, ça veut dire tu fermes ta gueule et tu parles pas. ويبقاو معلقينك. Il y a un condamné à la détention, à la liberté conditionnelle, ça fait 10 ans qu'il est condamné ما يهضر ما والو. القانون يقول لك ما تهضرش. Si Ali Rdiri, il a suffisamment souffert pour ça. Il a donné 40 ans de sa vie à l'armée nationale populaire. Aziz Mouatz, et après je donnerai la parole aux autres invités parce que nous sommes bientôt à la fin de l'émission. Tout à l'heure, on s'est parlé au téléphone et je vous l'ai dit. Il y a beaucoup d'Algériens qui disent oui, c'est vrai, on n'a rien à reprocher au général Rdiri, mais c'est un général. Pourquoi voulez-vous, même si c'est le meilleur des hommes, pourquoi voulez-vous que dans l'Algérie de demain, que nous souhaitons démocratique, on doive encore avoir un général réellement président de la République après avoir des généraux qui étaient derrière le président de la République? Les grandes nations ont tous eu des officiers supérieurs patriotes. Les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, c'est des patriotes. Ali Rdiri est un patriote. Pourquoi voulez-vous que 40 ans au sein de l'armée, il a un appartement, et puis on cherche une élite. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez un problème, c'est jamais le dire, que Dieu vous protège. Quand vous avez un problème et vous ne pouvez pas aller à l'hôpital spécialisé, vous avez un médecin généraliste qui est à côté de vous. C'est à lui qu'il faut frapper. Vous savez ce que je vais vous dire? Ali Rdiri connaît mieux la maison Algérie que n'importe qui. Et nous allons faire un dernier tour de micro, puisque nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Farida. Alors, tout ce que vous voulez. J'espère avoir vois le que temps vous de bouillez dire. Depuis tout à l'heure. Oui, j'espère avoir le temps de dire ce que j'ai à Alors, dire. nous allons avoir à peu près 3 minutes chacun. Oui, ça ne sera pas suffisant. Écoutez, moi, je vais dire le plus important parce que je pense que le fait de discuter les choses comme ça, ça remet en question tout ce que le Hirak demande, qui est Doula Madaniya, Machi Askariya. Mais Rdiri n'est plus général, il est à la retraite. Écoutez, il en a fait partie. Et comme le monsieur a fait le rapprochement avec les États-Unis et l'Angleterre, moi, je ne sais pas. Il y a un président, il y a un vice-président. Vous avez vu quelqu'un du gouvernement qui était un ancien général? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, quand on fait de la politique, on fait de la politique. Quand on est dans l'armée, on est dans l'armée. Les deux institutions n'ont pas les mêmes rôles. Voilà, donc en fait, c'est une remise un peu en question. Farida, j'ai une question très importante à poser à la sociologue, à la psychologue. À la psychologue. Et à la hirakiste de la première Surtout, heure. oui. Comment faire pour que le Hirak ne bascule pas dans la violence, à Dieu de plaise, si demain la situation se détériore? Je pense que quand ça a démarré, c'est des couches de société qui étaient loin de tout pouvoir, qu'il soit militaire ou qu'il soit politique, qui ont décidé de sortir. Voilà. Donc je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là, parce que les gens savent très bien pourquoi ils sortent. Et ils vont sortir, et ça sera aussi pacifique que ça l'a été. En tout cas, je n'avance pas, j'aime pas les certitudes aussi. Mais en tout cas, ce qui est laissé à entrevoir ne laisse pas voir autre chose que ça. Donc ça, pour commencer, tout à l'heure, juste je rebondis sur ce que vous aviez dit par rapport à vous prenez un citoyen à Lille et un citoyen à Marseille.
Je pense qu'on ne peut pas comparer parce que les deux contextes sociaux, les deux contextes politiques ne sont pas du tout les mêmes. Vous prenez un citoyen de Wahran et un citoyen... je vais vous donner un exemple concret. Je vais prendre un exemple de la Pologne. Oui, Juste mais avant la Révolution. en fait, vous prenez un exemple concret. Vous avez Madame Fatima Boudouda qui s'est déplacée de Guelma à Alger pour assister à un rassemblement pour les détenus. Elle est en prison. Elle est en prison. Elle est en prison en attente d'être jugée. Je pense qu'en France, entre Lille et Marseille, on n'a pas ce genre de choses. Non, mais le lien de réciprocité dont je parle, il n'est pas physique, on ne peut il est pas intellectuel. comparer. Voilà. à vous. Donc, je termine juste. Voilà. Et donc, juste pour rebondir, je ne peux pas cautionner le fait qu'on fasse la promotion de quelque chose contre laquelle on s'est révolté, justement. Et je ne peux pas dire clairement, et dans mes positions de hirakiste surtout, pour que le téléspectateur au moins ait les idées claires par rapport aux personnes. Les institutions ne vont pas tomber quand ces généraux-là partiront, parce que c'est pas eux les institutions, c'est ce qu'ils ont voulu faire croire aux gens depuis 1962 en fait. Quand ils ont khawnou les vrais moujahidines et les vrais chouhada pour s'accaparer de l'Algérie en fait, c'est ce qu'on a voulu faire croire. Ils ont joué sur le mouvement FLN et l'armée de libération nationale. Ils sont devenus eux-mêmes l'Algérie. Non, c'est pas vrai. Et on peut se passer des généraux. Enfin, c'est pas qu'on peut s'en passer. Il faut absolument qu'on s'en passe dans la politique. Alors Samir, mais vraiment, je suis désolé, mais il faut aller très vite parce que je vais aller rapide. Les liens de réciprocité, elles sont plutôt intellectuelles et pas physiques. Quand elles existent, elles feront basculer une société d'un côté ou d'un autre. Je ne peux pas cautionner que le destin de tout un pays soit lié à un homme. C'est terminé le zaïmisme. C'est terminé. Nous n'accepterons plus le zaïmisme. Eh ben, c'est très bien. Aziz Mouatz, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Vous avez le mot de la fin. Merci infiniment. Merci. Alors moi, je voudrais dire à l'élite psychorigide que Ali Rdiri n'est plus militaire depuis 2014. Qu'il a été un fonctionnaire modèle et que si quelqu'un a un dossier contre lui, alhamdoulilah, rah mazal fil habs, يقدموا le procureur de la République. C'est auprès de Blida. Si quelqu'un a un dossier sur n'importe quelle affaire, sur Ali Rdiri, je le mets au défi, il a le dossier تاعو. Alors ils sont en train de murmurer tous les deux, ils vous ont dit on n'est pas des psychorigides. Mais je vous laisse poursuivre. Et ils le sont, même s'ils ne s'en rendent pas compte, et c'est ça qui est terrible dans l'élite algérienne. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'arrive même pas à sortir de ces canevas, de son dogmatisme. Il faut casser les canevas, il faut casser le dogmatisme. Le Hirak est quelque chose d'extraordinaire, il a tout cassé. Parce que Askari, Ali Rdiri a été un fonctionnaire de l'armée nationale. Il n'a jamais été militaire. Il n'a pas une goutte de sang, même pas une poussière de sang, ni d'un Algérien, ni d'un étranger. On ne peut rien lui reprocher. Et ce citoyen-là, après 18 mois de prison, on vient me dire, ouais, mais moi, je suis, vous savez, les militaires. Il n'est plus militaire. Et c'est un grand, c'est un intellectuel. Relisez ces textes. Si vous êtes universitaire, pareil les textes, pareil les contributions, vous allez voir, vous allez être, franchement, vous allez être secoué. Je peux vous le dire, vous allez être Merci secoué. Aziz Mouatz, je suis désolé de vous interrompre. 30 secondes à chacun de nos invités pour répondre à ce mot de psychorigide. 30 secondes, vraiment. En fait, c'est quoi la psychorigidité? C'est s'accepter doula askaria, machi madaniya, guna doula madaniya, machi askaria, et on n'est pas là pour faire la promotion des généraux. En fait, c'est upside down, c'est vraiment, on marche sur la tête, voilà. Donc, on se fait attaquer. Je pense qu'on a un seul objectif, c'est l'unité. Justement, il faut qu'on soit unis pour combattre un régime qui est en train de nous combattre. C'est pas de s'attaquer les uns les autres. Et doula madaniya, Et on me dit à l'oreillette, Boudouda rentre chez elle ce soir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 30 secondes. 30 secondes. Le citoyen que je suis, je ne remercierai jamais un responsable d'avoir fait son travail. J'exigerai du responsable de faire son travail. Alors qu'on ne vient pas me dire tel n'a pas fait ceci ou n'a pas fait cela, il a fait ce qu'il fallait faire. Et si il ne le faisait pas, le citoyen que je suis, je demanderai que des comptes soient rendus. Alors, Aziz Mouatz, droit de réponse sur le droit de réponse, mais vraiment 30 secondes.
Non, non, mais je remercie les deux contradicteurs, ils sont formidables, c'est ça l'Algérie nouvelle. Voilà, Merci beaucoup, Aziz Mouatz. Super. Très bien. Je n'en attendais pas moins de vous. Merci beaucoup. Merci Farid Hamidi, merci Samir Yahyaoui. Je vous en prie. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'salama.